Donc pour commencer, on va vous demander de vous présenter rapidement et de nous parler rapidement de votre parcours. Alors je vais essayer de faire vite. Je m'appelle Fabrice Poiblot, je suis un boomer. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le journalisme, j'étais journaliste pigiste comme on dit, ou indépendant. J'ai travaillé pour Radio France, ce qui comprend les radios locales, mais aussi je travaillé pour France Inter, pour France Info, pour le Move. En même temps, je travaillais pour France 3 nationale, France 3 régionale. J'ai travaillé pour l'agence Reuters, qui est une grosse agence mondiale. J'ai travaillé pour BFM Radio quand elle s'est créée. J'ai été photographe de presse. Et puis, je suis aujourd'hui responsable d'un compte Instagram qui s'appelle Smile Info. C'est un peu du journalisme encore. Et puis, j'ai arrêté au bout de 20 ans. Et puis, je suis devenu directeur de communication d'une société de jeux vidéo. Et puis, depuis 7 ans maintenant, je donne des cours dans les grandes écoles comme l'EDEC, l'école de journalisme ou l'université. Super, merci beaucoup. Donc, on voudrait savoir comment vous êtes entraîné pour être aussi à l'aise à l'oral. On n'est pas forcément doué pour ça. C'est du travail. On ne naît pas un grand orateur. Ça, c'est du travail. J'ai eu la chance pendant mes études d'avoir quand je faisais mes études de journaliste, d'avoir un professeur qui faisait du théâtre. Et c'est lui qui m'a appris à être à l'aise sur une pièce de théâtre. Quand vous êtes sur une scène avec plusieurs milliers de personnes, vous ne pouvez pas avoir le trac. Donc il y a des techniques pour ça. Il faut être à l'aise, il faut se sentir bien dans sa peau, il faut bien connaître son sujet ou sa pièce de théâtre. Et après, il y a des techniques de respiration, de modélisation des muscles pour que ça soit beaucoup plus souple. Toujours boire un petit verre d'eau avant de venir. Là, je l'ai fait ça il y a 2 minutes pour avoir toujours la bouche un petit peu humide et pour pas bafouiller. Donc il y a plein de, il y a beaucoup de techniques qui s'apprennent. Ça peut, en 3 mois, ça peut se faire. D'autres mettent 1 an, 2 ans. Mais voilà, c'est du travail. Ok, merci beaucoup. On voulait savoir comment vous avez eu l'idée et l'envie d'enseigner l'art oratoire. J'ai toujours été un grand bavard. Et comme j'ai eu la chance de faire beaucoup de radio et de faire de la télévision, j'ai toujours... alors, au début, j'étais stressé, un peu comme tout le monde, et puis j'ai appris, et puis je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y a des gens qui n'avaient pas confiance en eux et qui ne voulaient pas prendre la parole. C'est normal. Et puis je me suis dit, je vais leur donner un coup de main. Et l'EDEC m'a proposé de faire un cours notamment sur la communication orale, la prise de parole en public, ou l'éloquence comme on dit. Et moi mon défi c'est de prendre des étudiants au départ qui sont complètement stressés et qu'au bout de 3 mois ils sont capables d'aller parler dans un amphithéâtre où il y a 1000 personnes. Et je trouve que c'est important en fait la prise de parole en public. Depuis des siècles, ceux qui savent parler, ceux qui savent argumenter, ceux qui savent s'imposer par la parole ont le pouvoir. Ils ont raison. Alors le pouvoir, c'est pas forcément d'être président de la République, mais ça permet de s'imposer, d'imposer ses idées, de pouvoir argumenter, de pouvoir négocier quand on est dans le commerce. Donc c'est important. L'écriture est importante, la prise de parole l'est encore plus. Merci beaucoup. Du coup, selon vous, est-ce que les jeunes sont assez entraînés à l'oral pendant leurs études? Non. Même si ça devient un peu plus courant maintenant, notamment dans les lycées, je trouve qu'il y a des cours d'éloquence qui se font de plus en plus, mais non, pas assez. Et c'est d'autant plus dommage que c'est une génération, et c'est pas une critique, c'est un constat, c'est que vous ne savez pas articuler, vous parlez trop vite, et vous ne savez pas analyser dans votre tête. Et le fait de parler trop vite, ça vous empêche de travailler sur vos arguments. Donc je pense que c'est important. Et les jeunes générations, mais c'est pas une critique que je fais, mais j'ai vu évoluer ça, et notamment avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la société d'aujourd'hui fait que on veut aller plus vite, toujours plus vite. Et même dans la prise de parole. Et ça, c'est important. Donc je trouve que oui, il faut continuer. Ça se fait maintenant dans les collèges, dans les lycées, mais il faut continuer cet enseignement. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Et donc pour finir avec ma partie, est-ce que le fait d'être à l'aise à l'oral, ça vous a servi dans votre vie personnelle et professionnelle? Ah oui, complètement. Quand j'avais votre âge, j'étais un peu un jeune chiot, donc moi aussi, je parlais trop vite et j'essayais de faire. Et puis j'ai appris à un moment donné à prendre du recul, à respirer, à m'imposer par une gestuelle. Enfin, tout ça, c'est ce que je disais, c'est un professeur de théâtre qui me l'a appris. Et puis quand on est, par exemple, moi je faisais de la radio, donc quand j'étais en direct, ou de la télé surtout, quand j'étais en direct devant quelques dizaines ou centaines ou millions de personnes, j'étais bien obligé d'appliquer ce que j'avais appris, parce que si vous êtes stressé en tant que journaliste devant une caméra,
vous allez stresser votre téléspectateur et il ne va pas vous croire. Donc oui, ça m'a appris beaucoup, et même dans ma vie personnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je débat avec des amis sur des sujets, le fait de savoir parler avec les mots, avec la bouche, mais aussi avec la gestuelle, ça me permet d'être beaucoup plus imposant par rapport à eux. Et ouais, c'est un vrai bonheur en fait. Et puis on se sent à l'aise en fait, c'est ça le truc. On se sent aussi apaisé. Merci beaucoup. Donc maintenant, dans la partie 2, on va parler de l'aisance orale dans la vie professionnelle. Donc tout d'abord, j'aimerais vous poser comme question, à quel niveau d'importance associez-vous l'art oratoire dans le parcours professionnel? Là, c'est très important. Quelle que soit la profession, il faut savoir parler. Il faut savoir ce qu'on appelle l'art oratoire. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir parler à qui d'ailleurs. On ne parle pas de la même manière à plusieurs publics. Donc c'est important. C'est important pour l'argumentation, quand on est dans un débat politique, avec des étudiants, avec des amis ou avec des politiques. C'est important, vous êtes dans une école de commerce, c'est important dans la négociation. Si vous voulez vous imposer, il faut savoir parler. Et puis, je pense que c'est aussi important d'avoir un comportement. L'art oratoire, c'est aussi savoir écouter les gens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'écoute personne, parce qu'on veut s'imposer. Mais si on n'écoute pas les gens, on ne va pas savoir argumenter. Donc, voilà, il y a des techniques, il faut apprendre à être à l'aise, il faut savoir se concentrer. Et tout ça, c'est important dans la vie. Même quand on a un conflit, un gros conflit, ou peut-être un petit conflit avec des amis, un voisin ou quoi que ce soit, c'est important de savoir parler. Parce que sinon, vous aurez jamais gain de cause. D'accord, donc en fait, concrètement, être à l'aise à l'oral, ça sert à quoi? Enfin, on parle beaucoup d'être à l'aise à l'oral, mais concrètement? Ça sert d'abord, une chose qui est importante, c'est être à l'aise à l'oral, c'est démontrer à celui qui est en face à moi, ou plusieurs personnes, que je suis à l'aise. J'ai peur de rien. J'ai pas peur de vous, parce que je suis à l'aise. Et je suis capable d'argumenter et de parler facilement. Répétez-moi la question. Être à l'aise à l'oral, ça sert à quoi? Alors, être à l'aise à l'oral, ça sert aussi à réfléchir. C'est-à-dire que si je suis stressé, je ne vais pas pouvoir argumenter ou construire mon argumentation dans ma tête. Et si je suis à l'aise, et si je suis posé, je sais ce que j'ai envie de dire, je sais le construire dans ma tête, et du coup, je vais pouvoir après l'appliquer dans mon débat. Si je suis stressé, je ne vais pas y arriver. Si je prends le cas d'un recrutement, par exemple, devant un recruteur, si vous êtes stressé, il va le sentir. Et il va se dire, bon, celui-là, il va pas bien, il est stressé, c'est-à-dire dans le travail, potentiellement, il est stressé. Si au contraire, vous êtes à l'aise, vous allez dire, waouh, voilà, quelqu'un qui sait réfléchir, qui sait construire une argumentation. Alors, être à l'aise, ça ne veut pas non plus être comme ça, hein. Il faut savoir se poser. Donc, c'est important être à l'aise. Et là aussi, il y a des techniques pour être à l'aise. Il faut écouter un petit peu de musique avant, il faut être concentré, il faut être dans sa bulle. Et une fois qu'on est bien comme ça, on peut tenir des heures face à quelqu'un ou des centaines de personnes. Alors, maintenant, parlons du fait de votre expérience, en fait, avec les caméras, les interviews. Et quelles sont, en fait, les clés pour faire preuve de prestance, pour tenir donc son... De prestance. De prestance, pardon. Pour tenir son auditoire. Il y a des postures à adopter. Si vous êtes comme ça veut dire que vous êtes stressé. En plus, il y a une technique qui est très importante dans l'art oratoire, c'est ce qu'on appelle libérer la colonne d'air ici. Quand on parle pas simplement avec la gorge, on parle avec toute cette partie. Ça part de l'estomac, passe dans les poumons, qui est recraché dans la bouche. Donc il faut toujours libérer cette colonne d'air. Et puis après, il y a des techniques, moi, je fais souvent des grimaces, par exemple, avant de prendre la parole en public. Alors, c'est pas forcément très, très glamour, mais ça me permet de libérer tous mes muscles qui sont là. Je fais beaucoup de gestes avec mes mains. Il faut vraiment faut se positionner en se disant, allez, je pars sur un débat d'un quart d'heure, d'une demi-heure ou de 3 heures. Il faut que je sois à l'aise de bout en bout. Donc, il y a des techniques à mettre en place. Et puis, c'est surtout, là encore, c'est important, c'est identifier ceux à qui on va parler. Parce qu'on ne parle pas forcément de la même manière avec des boomers, des vieux ou avec des jeunes, avec des hommes ou avec des femmes. Donc il faut identifier, et puis surtout il faut bien connaître son sujet. Ça, tout est là. Donc pour paraître convaincant à l'oral, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Ne pas avoir peur, ne pas être agressif,
ne pas être trop sur la défensive comme ça, ne pas être agressif avec les mots et avec les gestes, toujours s'avancer un tout petit peu vers celui à qui on parle, parce que c'est toi, j'ai pas peur de toi et je m'avance. Il faut de temps en temps savoir poser le silence. Et puis surtout, là encore, j'insiste là-dessus, il faut bien connaître son sujet. C'est-à-dire que s'il y a un argument qui n'est pas, on vient argumenter contre moi sur un sujet, il faut absolument que j'ai déjà la réponse dans la tête. Mais ça se fait automatiquement, ça. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc il faut être à l'aise et puis il faut jouer aussi avec les bras. Le fait de jouer avec les bras, vous voyez, les comédiens le font très bien, les avocats le font très bien. Ça démontre aussi une certaine prestance, quoi. C'est ce qu'on appelle les effets de manche dans les tribunaux. Voilà, parce que ça intervient face aux jurés qui sont pas habitués, ça leur fait un peu peur. Donc, et on se dit, waouh, ce type-là, il a une prestance énorme, je l'écoute. Regardez les grands avocats, les grands hommes politiques, ils sont comme ça. Donc il faut être à l'aise. C'est une question de positionnement, il faut de s'habiller pour être bien à l'aise, puis et puis se dire, bon allez, c'est parti, hein. C'est comme la première fois où on va nager, hein. Faut se jeter à l'eau. Alors, mais pour certaines personnes en difficulté avec la société, l'oral devient une peur au fur et à mesure de la vie. Et donc, selon vous, peut-on perdre cette capacité à l'oral? Oui, on peut, ouais. C'est du travail. C'est d'abord une confiance en soi. Il faut d'abord se dire, je ne suis pas plus nul que les autres. Ils ne sont pas meilleurs que moi. Et je suis capable de parler avec eux. Ça demande une grande confiance. Et puis, ça demande aussi un travail. Vous savez, les gens qui font du théâtre, qui font de la comédie, ils travaillent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a des petits gestes qu'il faut faire tous les jours. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, quand vous allez vous jeter à l'eau, vous allez voir que la première fois, ça ne va pas forcément marcher. C'est pas grave, on recommence. Et à un moment donné, vous allez avoir un déclic en se disant, waouh, là, je l'ai impressionné, là, j'ai su argumenter, et j'ai su prendre la supériorité sur lui. Et à partir de ce moment-là, cette confiance, il faut continuer à la travailler. Mais surtout, ne pas se dire, je suis nul. Eux sont meilleurs que moi. C'est pas vrai. Avec un peu de travail, vous pouvez accéder carrément à leur niveau, voire au-dessus. Confiance en soi. D'accord. Alors, les silences, on dit aussi qu'ils sont souvent une part importante de l'oral. Pouvez-vous en développer un peu plus sur ce sujet? Le silence, c'est une parole, en effet. Le silence, quand on fait un discours, par exemple, de temps en temps, il faut savoir s'arrêter pendant 1 seconde ou 2 secondes. Pour plusieurs raisons. Ça permet à l'auditoire qui vous écoute de réfléchir à ce que vous venez de dire. Parce que si vous parlez pendant 10 minutes sans vous arrêter, il ne va pas pouvoir tout capter. Donc ça lui permet de mieux analyser. Ça vous permet à vous de regarder l'auditoire et de se dire, oh là j'ai fait mouche, là j'ai pas été bon, il faut que je rectifie. Et puis ça vous permet pendant 2 secondes aussi, soit de boire un tout petit peu d'eau. C'est naturel, les gens ne vous en voudront pas parce que vous êtes un humain. Puis ça vous permet aussi de se dire, où est-ce que j'en suis dans mon argumentation? J'ai développé tout un plan, où est-ce que j'en suis? Voilà, en 2-3 secondes, vous êtes capable de dire, bon, voilà ce qu'il faut que je fasse maintenant. Et puis le silence, c'est aussi parfois, c'est un peu du bruit. C'est-à-dire que le silence, c'est, je vous ai dit quelque chose, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Ou alors c'est un peu de suspense. Je vais vous faire une grande révélation. Et vous dites rien. Et là, les gens, ils vous écoutent. Et vous avez l'emprise sur eux. Donc le silence, ouais, c'est important. Alors maintenant, je vais vous poser 2 questions sur l'importance de l'oral lors des entretiens d'embauche. Selon vous, quelle est l'importance du non-verbal lors de ces recrutements, de ces entretiens? Est-ce que ça permet de se faire remarquer positivement? Le non-verbal, c'est-à-dire parler avec ses bras, avec sa gestuelle, avec son regard, avec le sourire. Alors là, sur les recrutements, il ne faut pas trop en faire. Il faut quand même rester un peu sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est-à-dire que quand vous faites une démonstration, quand vous parlez à un recruteur, vous pouvez appuyer vos mots avec ce qu'on appelle la gestuelle, le non-verbal. Mais il ne faut pas trop en faire. Parce que sinon, le recruteur, là on est dans un monde professionnel. Le recruteur, il va se dire, oh là, il essaye de m'impressionner avec du non-verbal. Et il ne va pas forcément apprécier. Donc il faut le faire. Plutôt avec le regard, plutôt avec le regard, ouais, ou avec des sourires, pas trop avec les mains. C'est un avis personnel. Parce que si vous en faites trop, là, effectivement, il va vous dire, voilà, il est en train de me faire une pièce de théâtre ou une école de cirque, et ça ne va pas marcher. Donc, il faut savoir le faire. Hein. Mais pas trop. Il ne faut pas trop en abuser. D'accord, donc l'apparence, c'est important. Bien sûr. Selon vous, lorsqu'on est stressé, est-ce qu'il y a
petits conseils ou des petits tips que vous pouvez nous donner pour éviter d'être stressé lors d'un entretien, parce qu'on sait que c'est hyper stressant, surtout pour les étudiants ou même les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, c'est important. Oui, mais ça c'est une préparation qui se fait en amont, c'est-à-dire dans les minutes qui précèdent. Moi, quand j'ai, même dans mes cours, parfois je suis stressé, ou même dans d'autres circonstances dans la vie privée, je me mets de la musique que j'aime bien pendant 3 minutes, sur un casque ou dans la voiture, quoi que ce soit. Ça me permet de me retrouver dans une bulle. C'est un peu comme si j'étais dans le ventre de ma maman, en fait. Je suis très confort, je me sens très bien, et je me sens en confiance. Il faut boire un petit peu, il faut faire des grimaces, ça vous permet de détendre tous les muscles du visage. Moi, je marche beaucoup, et puis surtout, je me mets aussi contre un mur, et je me détends complètement. Et ça permet en fait à mon corps de ne pas être stressé. Et à partir du moment où mon corps n'est pas stressé, théoriquement, mon cerveau va suivre. Parfait. Et j'ai une dernière question bonus. Vous parlez souvent d'actualité dans vos cours. Est-ce que vous pensez que c'est important d'avoir une bonne connaissance de l'actualité lorsqu'on va en entretien? Est-ce qu'on peut réussir à s'appuyer dessus pour se faire remarquer et impressionner? Pas impressionner, parce que comme vous l'avez dit, il ne faut pas impressionner son recruteur, mais faire bonne apparence. Le savoir, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que si vous savez ce qui se passe dans l'actualité, si vous anticipez cette actualité, vous êtes capable d'anticiper l'avenir. Donc je pense que dans un entretien, par exemple, c'est important de savoir dans quel monde on vit. Alors tout dépend après des recrutements, mais la politique, le sport, l'économie, l'environnement, le social, la justice, il ne faut pas forcément tout savoir, mais il faut avoir des bases. Parce que la vie, de toute façon, qu'elle soit privée ou professionnelle, elle se monte sur votre connaissance du monde qui nous entoure. Et le monde qui nous entoure, c'est pas que mes potes autour de moi. C'est aussi ce qui se passe dans la rue, comment vivent les gens, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité. On est en pleine politique en ce moment, on est en pleine guerre en ce moment, donc il faut un minimum, plus qu'un minimum d'ailleurs, il faut savoir ce qui se passe dans l'actualité. Il ne faut pas y passer 4 heures, 5 heures par jour. Ça, il n'y a que les spécialistes qui font ça. Mais écouter un petit peu l'actualité le matin, 5 minutes, 10 minutes, et puis faire une petite mise à jour le soir. Alors, soit en lisant des journaux, mais votre génération, c'est les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont très sérieux. Hugo Décrypte, par exemple, c'est quelque chose, moi, que je suis régulièrement, mais aussi ce qui se passe sur le réseau via Le Monde, Libération, TF1. Il faut regarder un petit peu tout ça, mélanger un petit peu toute cette information. Et comme ça, quand on va vous poser des questions, vous dites « oui, je suis au courant ». Et donc, si je suis au courant, je suis capable d'anticiper dans mon travail ce qui va se passer demain, après-demain ou dans un an. Parfait. Je sais.